Bonjour à tous. Après la vidéo du docteur Julia, spécialiste de la génétique sur le CHU Purpan, ici à Toulouse, notre association Le Rosier Blanc Maladie Orpheline de Caussade, tournons aujourd'hui un reportage avec le docteur Bienvenu Grégoire, pédopsychiatre. Bonjour docteur. Bonjour et merci pour cette invitation à échanger avec vous. Présentez-vous docteur, votre fonction, votre spécialité. Oui, alors déjà bienvenue au pavillon du SUPEA, le service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, où je suis pédopsychiatre ici. C'est l'équipe du professeur Jean-Philippe Reynaud, et donc moi je suis pédopsychiatre dans cette équipe avec deux principales activités, puisque je suis médecin aux urgences pédopsychiatriques de l'hôpital des enfants, et j'ai également une activité dans le champ des maladies rares, à la fois dans le centre de référence Prader-Willi, le centre de référence des obésités de cause rares, et j'ai également une consultation dédiée aux pathologies rares, qu'elles soient génétiques, métaboliques, avec des enfants, adolescents ou adultes qui ont des problèmes de comportement ou psychiatriques, voilà, avec une demande d'évaluation, une demande thérapeutique. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on se rencontre aussi pour discuter de cela. Oui, effectivement. Nous vous remercions pour ce partenariat qui permettra à l'avenir à toutes les personnes intéressées par nos reportages de vous suivre sur YouTube afin qu'elles soient guidées, qu'elles soient informées. C'est le but de notre association. Tout ce que j'entreprends dans l'association trouve son origine dans mon expérience. Depuis la création du Rosier Blanc, mon équipe et moi rencontrons des familles dans le cadre du projet Répit Repos sur Caussade. Il nous a été donc remonté certaines remarques, constats, demandes relatives à la prise en charge pédopsychiatrique. Et pour y avoir été confrontée avec ma fille, comment peut-on, docteur, orienter ses parents, nous orienter des familles et même des enfants vers une prise en charge pédopsychiatrique sans connotation péjorative? Par exemple, je ne suis pas fou, folle, j'ai pas besoin, sachant que l'on s'est aperçu, et moi la première, que c'est professionnellement fondamental. Quelle est la place de la pédopsychiatrie aujourd'hui? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux dans votre question. Il y a à la fois le niveau des moyens, vers qui s'orienter, à la fois la question des représentations qu'ont les gens de la psychiatrie, et à la fois peut-être la question de ce que c'est que la psychiatrie. On peut commencer par ça et dire que la psychiatrie c'est une discipline médicale avec des médecins qui reçoivent des patients en souffrance psychologique ou porteurs d'une pathologie psychiatrique. Donc c'est un recours aux soins, je dirais naturel, qui devrait être naturel pour des patients en difficulté, de la même façon qu'une personne qui a des douleurs articulaires ira voir le rhumatologue, une personne qui a des problèmes de rythme cardiaque ira voir le cardiologue. Alors ça renvoie après ce que vous dites à la représentation, à une inquiétude par rapport au psychiatre, c'est très connoté, on se figure peut-être qu'on va être jugé, qu'on aura un diagnostic forcément après la consultation, qu'il y aura un traitement médicamenteux. Or ce n'est pas systématique, c'est avant tout un temps de rencontre, d'évaluation, de partage, ou comme chez n'importe quel médecin en fin de compte. Et ce n'est pas, à mon sens, en tout dernier recours qu'il faut y aller, ce n'est pas quand on est dans le mur quelque part, quand c'est le feu à la maison qu'il faut s'y rendre. Et dans le champ des maladies rares, il me semble fondamental de dire aux familles que le soin est pluridisciplinaire et que le psychiatre en fait partie. Même quand on va bien, c'est important qu'il y ait une évaluation psychiatrique pour faire connaissance, se figurer comment fonctionne le jeune ou l'adulte, sa famille, évaluer sereinement, de pouvoir ensemble cheminer tranquillement, notamment dans le cadre de ces pathologies très complexes, comme sont les maladies génétiques, par exemple, dont je m'occupe. Après, vers qui orienter, comment orienter, c'est la question des moyens, qui est une grande question actuelle, où on manque de moyens. Il y a les psychiatres, les pédopsychiatres revendiquent des besoins, des moyens, du personnel. Les territoires ruraux sont sûrement plus démunis que dans les grands centres. Là, c'est vraiment l'action peut-être politique qui est à pointer du doigt, même si il me semble que les psychiatres de terrain sont très engagés et font du mieux qu'ils le peuvent. En tout cas, il ne faut pas hésiter à solliciter le psychiatre de proximité, qu'il soit en libéral, en structure, par exemple centre médico-psychologique, ou dans des institutions plus globales comme les IME par exemple. Oui. Je vais rebondir justement sur ce sujet, déserts médicaux, carences majeures. Au niveau de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie, c'est un vrai souci. Vous êtes spécialiste dans le domaine des maladies rares. Que pensez-vous de notre intervention à ce sujet? Mais je trouve cela intéressant quelque part d'informer les patients et leurs familles des dispositifs et des moyens existants,
Parce que dans le champ des maladies rares, il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, il y a eu différents plans maladies rares visant un peu à structurer l'offre de soins. Et que par exemple, pour le champ de la psychiatrie, il y a un réseau de soins qu'on appelle le réseau maladies rares à expression psychiatrique, où donc des moyens ont été dédiés dans des gros centres, en l'occurrence à Paris, hôpital Sainte-Anne, ou l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour la pédopsychiatrie, ou à Lyon, le réseau Génopsy. Mais il y a également des consultations plus spécialisées à moyens constants, où c'est les psychiatres en consultation qui reçoivent, dans les CHU de proximité. Et c'est là mon activité. Donc peut-être dire qu'il y a en principe sur le territoire, dans les villes avec un CHU, une consultation où ces patients porteurs d'une maladie rare peuvent être reçus. Quand il y a un besoin d'évaluation, diagnostique, thérapeutique, chez des jeunes gens ou des adultes en souffrance. Voilà. Merci, docteur. Nous avons créé avec nos petits moyens Andy Secourisme, avec l'association Bouger pour s'en sortir, qui est une maison du sport et de la santé, ainsi que UFSI, qui est une unité de formation de secours et d'instruction, c'est une autre association. Nous avons pensé justement à prendre le secourisme et particulièrement les gestes de premier secours, psychiques aussi, auprès de notre population isolée. Alors, on va dire que c'est pour réduire un petit peu les interventions des pompiers. On est là dans le cadre de la prise en charge de crises, on va dire d'agressions. Alors, quel est votre point de vue sur la création justement de ce projet qui est Andy Secourisme pour les aidants, mais aussi pour les personnes handicapées, qui va se faire sur Caussade et Montauban? Je trouve ça très pertinent que les aidants soient soutenus et formés, parce qu'il s'agit vraiment de la question du secourisme en santé mentale, qui est une question d'actualité, où beaucoup d'associations se sont développées sur le thème, où il y a peut-être un peu plus de moyens mis à disposition, avec surtout beaucoup de volonté des associations, avant tout, de se mobiliser. Et donc, bien sûr, former, accompagner les proches, les professionnels dans les premiers gestes qui peuvent, atténuer une crise en devenir, c'est fondamental, je trouve. Et vous avez raison de dire que ça peut éviter des fois des recours aux urgences, des recours aux hospitalisations. Il suffit de peu, on sait bien que dans les maladies rares, chez les patients dont je m'occupe en l'occurrence, parfois déficients intellectuels, avec un trouble du spectre de l'autisme, des fois ce sont des petits détails qui peuvent être compliqués dans la communication, dans la frustration, et que savoir désamorcer, ça évite souvent l'effet boule de neige. Donc oui, c'est une très bonne chose. C'est un constat qui a été relevé particulièrement pendant le confinement, où énormément d'appels ont été dirigés vers les pompiers, vers les urgences, et moi-même, dans le cadre de ma profession, quelles ont été vos conclusions pendant ce confinement concernant ces enfants handicapés atteints de maladies orphelines aussi, qui ont été isolés du médical, isolés du monde, isolés pratiquement de tout, et où on constate qu'il y a eu énormément de crises. Alors la crise du Covid et les confinements ont été très très compliqués, avec, on le sait, avec le recul, aujourd'hui encore, une explosion des troubles psychiques, comportementaux, et de ma place des urgences pédopsychiatriques, on constate encore des enfants dont les troubles ont débuté lors du confinement. Alors troubles en population générale, ça peut être troubles dépressifs, anorexie mentale, mais dans la question plus spécifique des maladies rares et de ces personnes habituellement en institution, dans un milieu comme ça très ritualisé, très contenant, moi je dirais qu'il y a eu deux types de réactions. Alors peut-être une première paradoxale, c'est peut-être pas la plus, on va pas généraliser, mais moi j'ai eu des patients qui ont été bien durant le confinement, voilà, avec dans le cocon familial, avec un rythme qui leur correspondait, sans trop d'inattendus, sans trop de brusquerie entre guillemets, et dans des personnes qui l'ont très bien vécu. À l'inverse, comme vous le dites, dans d'autres cas ça a été très compliqué, avec des parents qui se sont retrouvés toute la journée avec leur enfant, dans des cadres parfois plus restreints qu'une institution, l'appartement par exemple, sans possibilité de sortir. Ça a été extrêmement compliqué, et on voit bien comment le besoin de ritualisation, de contenance, d'activité et de portage vraiment pluridisciplinaire, d'être seul face à son enfant est fondamental. Et c'est ce qui a manqué, effectivement, vous avez raison de le dire, durant ce confinement qui a été pour beaucoup extrêmement douloureux et compliqué, oui. Y a-t-il eu une étude, si jamais il devait y avoir une autre épreuve comme celle-là, une étude pour accompagner ces personnes justement dans leur domicile?
Alors pas à ma connaissance, mais je suppose que oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'études durant le confinement et dans la crise Covid. Mais je suppose que les pouvoirs publics ont tiré un peu les conséquences de ce qui s'est joué et que sûrement qu'on en ferait différemment. Après, de là à vous dire une étude précise, non, je n'en ai pas en tête. Merci, docteur. Pensez-vous qu'il est possible d'intervenir dans les écoles entre 5 et 6 ans, avant l'entrée au CP, afin de répondre aux questions des parents et des professeurs quant à la prise en charge très tôt d'enfants qui en susciterait le besoin, éventuellement le besoin d'un diagnostic. Nous avons créé sur COSAD un événement qui s'appelle Parcours Trottinette pour parler sur ce sujet. Alors, quelle est votre idée sur ce sujet? Alors, par rapport au repérage précoce, alors c'est une question compliquée parce que il y a ce qui relèverait du tout venant et ce qui relèverait plus des pathologies rares, qui est notre question. Alors le tout venant, bien sûr, que le scolaire, les enseignants, repérant des retards des apprentissages et des difficultés, il me semble sont en mesure d'orienter vers des bilans complémentaires. Pour les maladies rares plus spécifiquement, je dirais qu'il faut peut-être surtout former les médecins de terrain, les infirmiers scolaires par exemple. Et je pense que le message clé, c'est de se dire que un jeune enfant avec des retards d'apprentissage, dont on remarque qu'il peut avoir des retards cognitifs, quelques singularités relationnelles, un enfant qui n'est pas dans le lien, qui est isolé, qui a des stéréotypies par exemple, des gestes répétitifs, qui a des intérêts très restreints, ce qu'on appelle des traits TRAIT autistiques. Cet enchaînement finalement de symptômes doit conduire peut-être à des investigations plus poussées, pluridisciplinaires, donc en centre de soins, par exemple le CMP, alors quand il y a de la place bien sûr, c'est la question qu'on pose souvent, mais pour qu'il y ait des bilans neuropsychologiques, orthophoniques, en psychomotricité, mais sûrement aussi dans des bilans génétiques parfois, lorsque tous ces symptômes s'accumulent, entre guillemets. Un enfant qui a une déficience intellectuelle, un retard des apprentissages, des traits autistiques, devrait relever d'investigations sûrement un peu plus poussées, qui n'ont pas forcément un rendement, c'est-à-dire des résultats systématiques, mais qui tout de même peuvent orienter la prise en charge et répondre aux questions que se posent les parents, les professionnels, des fois le sujet lui-même. Voilà. D'accord, merci docteur. Docteur, vous avez jugé que bon nombre de questions provenant des familles relevaient de consultations. J'en ai choisi quelques-unes qui me paraissent importantes, si vous me le permettez. Quels sont les signes précoces de l'enfance concernant la maladie rare ou tout être syndrome? Vous venez un petit peu de répondre. Oui, mais on peut quand même le rappeler, c'est-à-dire que dans le champ, en tout cas, qui est le mien de la psychiatrie et du développement de l'enfant, je pense qu'il y a quelques drapeaux rouges à avoir en tête. Par exemple, comme je vous le disais, des traits autistiques, un enfant qui a un retard de langage très important, des troubles des interactions sociales, qui est isolé, qui a des intérêts très restreints, un enfant qui va ne s'intéresser qu'à un jeu en particulier, qui va aligner les petites voitures, qui va être dans sa bulle, dans son monde, un enfant qui aura des comportements répétitifs. Bref, ces questions-là autour de l'autisme, associées à des retards d'apprentissage ou une déficience intellectuelle, mais aussi en association avec d'autres syndromes plus somatiques, par exemple des malformations, des perturbations du bilan biologique. Cet enchaînement, cette accumulation de syndromes et de symptômes doit conduire à faire penser à des investigations un peu plus poussées. Voilà, c'est les drapeaux rouges qu'il faut repérer, les éléments développementaux accumulés, on va dire, et associés à certaines singularités physiques somatiques. Très bien, merci. Une autre question d'une autre maman. Est-ce que les lésions de type intraventriculaire... Est-ce que les lésions du type intraventriculaire cérébral peuvent engendrer des troubles psychiatriques? Alors bon, moi je ne suis pas neurologue, mais peut-être juste dire que oui, une pathologie, un trouble neurologique, que ce soit vasculaire, une hémorragie, que ce soit une tumeur, que ce soit aussi une épilepsie, peut bien sûr provoquer des troubles psychiatriques. Et donc c'est pour cela qu'assez systématiquement, il est recommandé d'avoir un jeune enfant qui a des troubles du comportement ou les symptômes psychiatriques un peu étonnants, d'avoir une investigation aussi neurologique à côté, pour ne pas passer à côté d'un diagnostic neurologique. Et à l'inverse, un diagnostic neurologique posé peut indiquer une investigation psychiatrique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de comorbidité comportementale ou psychologique. Donc oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Alors, je suis atteinte d'une maladie rare, une hépatite
auto-immune. Pourquoi n'y a-t-il pas de prise en charge psychologique dès la pose du diagnostic et pendant la thérapie? Cette question est souvent revenue dans les réunions répit-repos. C'est une demande de prise en charge plus que psychiatrique à ce moment-là, mais d'accompagnement et aussi de gestion des troubles, des dommages collatéraux des familles et des enfants parfois. Pourquoi n'y a-t-il pas une proposition dès le départ justement de prise en charge? Alors pourquoi ce n'est pas structuré, je n'en sais rien. On va dire que dans les pathologies rares dont on sait qu'elles s'accompagnent de troubles psychiatriques ou psychologiques, assez fréquemment les collègues spécialistes orienteront vers un psychiatre ou un psychologue. Dans les maladies chroniques comme celles que vous citez, sûrement que c'est moins le cas effectivement. Moi, j'insisterai beaucoup sur la place, comment dire, sur la paire aidance, sur la place de l'association, sur la place, comment dire, sur comment, en se regroupant, en échangeant avec les autres, avec des personnes en souffrance comme soi-même, ça peut aussi soutenir, ça ne remplace pas le suivi individuel qui peut se prendre, par exemple en libéral, hein, parce qu'il y a rarement, effectivement, comme vous le dites, de soins intégrés dans les dispositifs spécialisés, notamment en hépatogastro-entérologie, mais quand même insister sur ça, sur le côté père aidant, sur comment l'associatif a sa place à donner. Après, la vraie question que vous posez de savoir pourquoi est-ce que c'est pas systématique, je n'ai pas la réponse, mais sûrement que ça devrait l'être, parce que l'annonce diagnostique est toujours très traumatisante, on se pose beaucoup de questions, c'est un retentissement familial, conjugal, des fois très compliqué, et avec une souffrance morale qui peut en découler, oui. Mais là, c'est plutôt en libéral que ça se joue. Ouais. Oui. Je vous remercie, docteur. J'ai envie de vous inviter à notre prochaine conférence dans quelques mois sur COSAD, avec toutes les équipes de médecins que nous aurons interviewées sur Purpan. Je vous pose la question, quelles sont les dates de vos conférences à vous, pour qu'on puisse vous suivre aussi? Alors prochainement, le 22 juin 2023, nous donnons ici avec le service universitaire de pédopsychiatrie une conférence sur les maladies rares, hein, que j'animerai à la faculté Jules Guesde de Toulouse, amphithéâtre de médecine, voilà. Donc je vous y invite toutes et tous s'il y a des questions sur le sujet. Merci, nous y serons. Avez-vous quelque chose à rajouter pour notre association? Peut-être rajouter qu'à l'échelle du CHU, il y a une plateforme qui existe, la plateforme Handisco, une plateforme dédiée aux personnes en situation de handicap psychique, cognitif ou moteur, hein, coordonnée par le docteur Perrine Ernoux, qui est gynécologue, mais qui coordonne un dispositif pluridisciplinaire pour recevoir des enfants, adolescents, adultes, relevant de soins spécialisés, mais auprès de professionnels formés, ayant le temps de les recevoir dans des bonnes conditions. Ça peut être une personne à inviter pour aux prochaines conférences. Nous allons l'inviter pour qu'elle puisse poursuivre, si elle le souhaite, cette chaîne d'interviews sur ces spécialistes sur Purpan. Nous vous remercions beaucoup pour votre partenariat, pour votre soutien et pour avoir accepté cette interview, docteur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.